Bosque, Hop. Corinne Bosque, directrice des admissions pour l'école Adonis ISK et Étudis. Donc, ravi de vous accueillir voilà, sur cette visio que nous allons donc dédier entièrement au titre professionnel, notamment titre professionnel en lien avec le milieu informatique et le développement. Je suis accompagnée donc de Michael Michel, qui est donc expert dans le domaine, enseignant, formateur, jury d'examen également, et bien sûr diplômé d'une licence professionnelle, si je ne me trompe pas, Michael, mais tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure. Donc l'idée, ça va être de vous présenter d'une part les titres professionnels en général et leurs avantages, d'autre part bien sûr de se focaliser sur les différents titres professionnels que nous vous proposons, et Michael nous donnera un petit peu le détail tout à l'heure, mais grâce à l'utilisation donc en front-end, Symfony, et également tout ce qui va être également le développement voilà, sur Android. Bien sûr, vous pourrez après nous contacter si vous aviez d'autres questions, mais nous allons faire en sorte d'aborder vraiment tous les points principaux de ces formations-là. Et ensuite, nous parlerons bien sûr examens, comment se passent les examens, les contenus, les débouchés et également la pédagogie Adonis Éducation. Donc dans un premier temps, si vous voulez bien, une toute petite parenthèse concernant le titre professionnel qui n'est pas toujours très bien connu des étudiants. Autant on connaît les diplômes d'État, les BTS, les licences professionnelles. Les titres professionnels sont donc bien des certifications officielles, donc qui émanent du ministère du Travail et de l'Emploi et qui vous sont remis au nom de l'État. Donc l'avantage de ces titres professionnels, c'est qu'ils vous permettent également donc des poursuites d'études et surtout une entrée vraiment très rapide sur le marché de l'emploi, puisqu'elles vont correspondre vraiment à des missions que vous avez voilà, sur vos différents postes de travail, c'est-à-dire des applications qui vont être très concrètes. Donc ce titre professionnel va attester donc de compétences spécifiques directement applicables donc dans un cadre professionnel. Et ces formations sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles et ça regroupe des centaines de métiers, notamment voilà, tous ces métiers en lien avec le développement. Il existe donc des titres professionnels de différents niveaux qui vont du CAP jusqu'au bac+5. Là, en l'occurrence, les titres professionnels qui nous intéressent aujourd'hui seront donc des titres professionnels de niveau bac+2, pour lequel, bien évidemment, les prérequis seront d'avoir déjà un baccalauréat. Si vous bénéficiez déjà d'une expérience professionnelle, eh bien, ce sera encore mieux. Et pour les novices, hein, ceux qui arrivent juste voilà, qui ont le souhait de se former et qui découvrent en même temps toute la formation, dans ce cas, c'est vrai que le travail sera un petit peu plus intense pour vous, mais en tout cas, cette formation vous est ouverte à partir du moment où vous possédez un baccalauréat ou alors un diplôme également équivalent ou encore une expérience professionnelle significative et de préférence dans le domaine. Donc pour ça, bien évidemment, ça passera toujours par une phase où nous allons étudier votre candidature, puisque le but étant de faire que vous soyez intégré dans une formation et surtout que vous soyez dans la réussite. Bien évidemment. Donc, je vous inviterai après, bien sûr, à aller voir sur notre site. Je reparlerai un petit peu tout à l'heure des inscriptions, puisque là, nous travaillons beaucoup, comme je viens de le dire, sur dossier, avec une sélection en fonction de votre projet. Les retours sont immédiats. Et là, la prochaine formation donc s'ouvrira à partir du mois de septembre. Donc je vais maintenant laisser la parole à Michael Michel, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, qui va peut-être se présenter voilà, rapidement sur son expérience, puis nous rentrerons dans le vif du sujet avec les différents contenus de formation, et pour cela il va nous partager des PowerPoint voilà, qui viendront également vous éclairer. Je te laisse la parole, Michael. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Michel Michael. Donc Michael le prénom, Michel le nom de famille. Voilà. Je suis formateur, enfin d'abord développeur full stack depuis une quinzaine d'années. Donc essentiellement sur du back-end full stack Symfony, également du JavaScript. Également formateur donc en présentiel et à distance depuis de nombreuses années, à peu près 5. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois cursus différents. Donc un premier orienté back-end full stack, un second plus orienté front également full stack, et une dernière formation qui va concerner le développement mobile avec Flutter, donc qui va concerner Android et iOS. Je vais commencer donc tout d'abord par Symfony. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Hop. très bien. Donc là, ok. Voilà, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à utiliser également le chat et je transmettrai bien sûr vos questions à Michael. Ça marche.
Donc pour ce premier cursus, donc c'est apprendre à créer des applications PHP Symfony. Donc quand on dit application, on parle d'application web. Donc le développeur Symfony donc est un expert en développement back-end. Donc on s'oriente plus sur des bases de données, de la gestion de tables, donc d'entités. Le métier consiste à concevoir et développer et maintenir des applications robustes, donc performantes et en utilisant un framework, donc une boîte à outils qui s'appelle Symfony. Donc j'aimerais bien d'abord faire la précision entre ce qui est un framework et une bibliothèque. Donc une librairie, donc une bibliothèque va vous permettre de piocher des éléments que vous souhaitez utiliser, alors que le framework vous impose des outils. Donc c'est un peu plus contraignant, mais encore une fois, pour certaines personnes, peut-être plus simple. Encore une fois, chacun ses goûts. Donc c'est un outil puissant qui est très utilisé notamment en Europe, en concurrence avec Laravel PHP. Donc pourquoi plus utilisé en Europe qu'ailleurs, ça je peux pas trop vous l'expliquer, mais en concrètement, Symfony et Laravel se partagent à peu près le marché à 50-50. C'est à peu près donc les deux frameworks PHP les plus utilisés aujourd'hui. Donc ces applications peuvent prendre diverses formes, donc ça peut être un site web interactif, une plateforme e-commerce sophistiquée, en passant par des systèmes de gestion de contenu comme des CMS type WordPress, etc., ou tout type d'outils utilisables à l'intérieur d'une entreprise. Donc pour un petit peu schématiser le type de mission qui vous sera confiée lorsque vous serez développeur Symfony PHP. Vous allez concevoir des solutions numériques pour créer des architectures logicielles solides. Le développement des fonctionnalités, donc c'est coder des fonctionnalités avancées en PHP grâce au framework qui va vous garantir une aide et aussi une stabilité. Vous allez optimiser et maintenir le contenu, assurer une maintenance continue des applications, puisqu'en fait le framework se met à jour constamment. Aujourd'hui, on en a la version numéro 7. Vous allez pouvoir aussi parcourir un côté DevOps, donc tester et déboguer vos applications pour avant de passer en production. Donc vous avez une phase de dev, vous allez passer vos tests, donc des tests unitaires, applicatifs, j'y reviendrai plus tard, et ensuite passer en production. Donc ces tests sont nécessaires pour assurer la stabilité de votre application web. Je vous ai mis en orange donc les technologies à maîtriser en amont. Vous devez connaître PHP, c'est impératif. Le framework Symfony, donc ça vous allez le découvrir. Connaître l'HTML, donc qui vous permet de faire du squelettage de sites web. Le CSS pour mettre en page et aussi assurer de la coloration. L'APO, donc la programmation orientée objet, donc qui est un type de programmation spécifique. Le patron de conception MVC, donc modèle vue contrôleur. Concrètement, j'y reviendrai un peu plus tard. Les solutions Git et GitHub, donc qui vous permettent de versionner votre code et travailler en équipe. Donc pour que chaque partie de l'équipe puisse faire un petit bout de code et enfin rassembler le tout sur une branche maître. Vous allez devoir apprendre le langage de templating qui s'appelle Twig et également utiliser un ORM, donc un Object Relation Mapping qui s'appelle Doctrine et savoir utiliser la serialisation pour utiliser des API qui viennent de JavaScript ou de votre backend PHP. Je vous ai mis une petite ligne en dessous donc de Web Survey Technology qui estime que en 2020 les sites web étaient 79% en back-end PHP. Concrètement, faut s'imaginer que sur la toile, il y a des milliards de sites et que 90% de ces sites ont un back-end PHP. Donc vous voyez l'importance un petit peu d'apprendre cette technologie. Pour la suite, je vous ai mis un petit passage sur la rémunération. C'est toujours un facteur très motivant. Donc c'est toujours en fonction de l'ancienneté. Donc pour un débutant, on peut estimer qu'on est entre 37 000 et 40 000 euros bruts. Et pour une personne confirmée, donc c'est au-delà de 5, 10 ans, ça dépend un petit peu de votre niveau aussi, vous passez de 40 000 à 50 500 euros bruts. Donc encore une fois, faites le calcul pour le net et vous verrez que c'est extrêmement intéressant, même pour un débutant. Voilà, donc j'ai divisé comment dire, mon PowerPoint dans plusieurs parties pour bien comprendre comment le cheminement va se faire. Donc vous allez repartir sur des bases. Donc les bases vraiment de tout, c'est de comprendre le fonctionnement d'Internet, c'est-à-dire comment fonctionne une relation client-serveur, comment une URL vous fournit du contenu, puisqu'on est sur des sites web dynamiques avec PHP et non pas des sites web statiques grâce à HTML, CSS, JavaScript. Donc concrètement, on va reprendre les bases d'un site web, d'un fonctionnement, donc une requête client-serveur. Ensuite, vous allez installer les bons outils. Donc, je ne les ai pas fournis, mais en gros, vous pouvez estimer que vous allez utiliser Visual Studio Code, qui est gratuit, PHP Storm, pardon, qui est payant, et d'autres outils PHP existants qui soient gratuits ou payants. Vous allez également devoir aussi installer un environnement donc dynamique client-serveur, donc virtuel. Donc ça s'appelle WAMP pour Windows, Apache, MySQL, PHP. Il en existe pour Linux, pour Mac. Donc ça dépend de votre système d'exploitation. Mais concrètement, vous allez devoir installer un serveur Apache qui sera virtuel pour pouvoir communiquer. Comprenez qu'un navigateur ne peut pas lire du PHP. Votre navigateur, c'est une usine JavaScript qui ne lit que de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Donc concrètement, ce qui va se passer, si vous lui glissez un fichier PHP
.php, enfin, avec l'extension .php dans votre navigateur, il sera incapable de le lire. En gros, le code du fichier PHP est envoyé sur un serveur, le serveur le transforme en HTML et vous retourne une réponse. Donc c'est le principe de relation client-serveur. On envoie une requête, on reçoit une réponse de type synchrone. Donc en gros, on va vous demander dans un premier temps donc de développer un site web statique, donc avec HTML, CSS, JavaScript. Donc JavaScript côté client, donc non pas côté serveur comme Node.js. J'en parlerai un peu plus tard. Et vous allez également devoir développer un premier site web dynamique avec PHP, comprendre comment faire un routing et comment on envoie des fichiers PHP à un serveur qui retourne de l'HTML. Ensuite, vous allez apprendre les bases de MySQL. Donc MySQL, c'est un outil qui va vous permettre de gérer un SGBDR, donc un système de gestion de bases de données relationnelles, pour créer des bases de données, des tables et les dépendances fonctionnelles qui en découlent. Donc voilà pour les bases au départ de la formation. Pour la seconde partie, vous allez devoir comprendre ce qu'est un patron de conception, donc en anglais un design pattern. On en a différents. Donc pour PHP Symfony, on est sur du MVC, donc modèle vue contrôleur. Le modèle, ce sont votre base de données, enfin votre base de données et vos tables, donc vos données. Les vues, ce sont Twig et le visuel que l'internaute va voir. Et enfin, le contrôleur, c'est un élément qui va être entre les deux, qui va dire bon bah je vais chercher les données dans le modèle et je vais les envoyer à la vue. Donc concrètement, le contrôleur, c'est porte bien son nom, hein, c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de communiquer entre les données et les vues. Je vous ai mis l'exemple aussi de MVVM qui concerne plus du JavaScript côté serveur comme React, Angular par exemple ou d'autres Vue.js, d'autres outils JavaScript côté serveur. Je vous ai aussi mis un patron de conception qui s'appelle le singleton, donc qui est une seule instance d'une classe, mais c'est encore une fois, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc en gros, vous allez devoir développer un site web dynamique avec une architecture modèle vue contrôleur. Donc c'est la seconde étape après votre premier site dynamique. Vous faites la même chose mais avec un patron de conception modèle vue contrôleur. Ça implique de connaître la programmation orientée objet, de créer des classes de modèles, des classes de vue et des classes de contrôleur. Et comment on fait interagir les trois en même temps. Vous allez devoir donc du coup comprendre la programmation procédurale qui est la base de toute base de la programmation. Donc on effectue les tâches par procédure de haut en bas. La programmation fonctionnelle va prendre des procédures et les impacter dans des fonctions pour éviter de vous répéter. Et enfin, la programmation orientée objet, elle est un autre paradigme qui va partir sur des classes génériques qui vont utiliser des enfants, des petits-enfants, etc., etc. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, vous allez apprendre à faire un routing. Comprendre que lorsque vous appelez une URL, vous allez afficher un contenu spécifique. Donc c'est pour ça que vous allez devoir configurer un serveur Apache ou Nginx, peu importe, et en fonction de la route qui est appelée, donc www.michael.com/produit, eh ben le contenu sera différent de www.michael.com/accueil. Concrètement, le serveur Apache récupère une URL et en fonction de l'URL va vous afficher un contenu. Pour vous donner un exemple, si j'ai un site e-commerce statique avec 200 produits, je vais pas créer 200 pages HTML. Je vais créer une page PHP de template, je vais appeler une URL et en fonction de l'URL, le contenu sera différent puisque le contenu est nourri par une base de données et des tables. Vous voyez, donc on va pas écrire en dur 200 pages, on va simplement créer des tables qu'on va nourrir. Donc pour reprendre l'exemple de ma table produit, en fonction de l'URL, la vue sera donc enrichie du contenu de la table produit. Je ne sais pas si c'est très clair, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Ensuite, vous allez apprendre donc la programmation orientée objet. Vous allez apprendre ce que c'est une classe. Donc ensuite, comment une classe hérite d'une classe. Donc, il faut savoir qu'en PHP, l'héritage est simple. Il existe de l'héritage multiple, mais c'est une autre manière de faire. Donc, par défaut, on utilise de l'héritage simple. Et enfin, donc utiliser aussi de l'héritage multiple grâce à des imports de classes. Vous allez aussi utiliser des interfaces, donc qui sont un petit peu différentes des classes. Enfin, ce sont toujours des classes, pardon, mais qui imposent un contrat. Donc, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Et aussi comprendre qu'est-ce qu'une classe abstraite. Donc, pour vous donner un exemple, une classe abstraite, on a par exemple une classe véhicule. On va hériter de la classe véhicule qui sera la classe voiture, la classe scooter par exemple, et enfin une classe abstraite. On peut considérer que notre classe véhicule est abstraite, puisqu'en concrètement un véhicule peut être une moto, un scooter, une voiture. Donc vous voyez, vous comprenez un petit peu l'importance de l'héritage. Donc on part d'une classe très générique et on va en fait faire hériter nos classes enfants de la classe parente véhicule et comprendre qu'en fait ma moto est un véhicule, etc., etc. Donc voilà pour un petit peu la seconde partie. Ensuite, il va y avoir la conception donc de votre base de données et ainsi de vos tables. Donc, on peut concevoir ça sur le papier avant de se lancer dans le code. Donc, la première phase consiste à créer un modèle conceptuel de données. Donc, c'est de faire une représentation graphique de vos tables et dire tiens, j'ai une table produit. Elle va interagir avec peut-être la classe user, donc utilisateur. Peut-être que ma classe utilisateur va agir avec une classe qui s'appelle, je sais pas, localisation.
On va reprendre la table produit, peut-être va interagir avec une classe catégorie de produits, etc. Donc, vous voyez, vous allez créer différentes tables et comprendre les dépendances fonctionnelles entre elles. Donc ça, c'est la première phase de conceptualisation. La deuxième phase, donc c'est le modèle logique de données. Donc là, c'est comprendre les dépendances entre vos tables. Vous avez une table produit qui a forcément une dépendance avec la table catégorie, parce que vous vendez des produits de type jardin, je sais pas, livres, bande dessinée, etc. Donc vous allez pouvoir assigner une catégorie à un produit. C'est ce qu'on appelle donc des dépendances fonctionnelles. Il y a forcément des dépendances entre chaque table. Vous allez devoir ensuite concevoir un modèle physique de données. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce que j'ai mis en haut, hein. Vous voyez MCD, MLD, MPD. Donc le modèle physique de données, lui, consiste à écrire des requêtes avec le langage SQL, donc pour faire des requêtes de sélection, de destruction. Donc en fait, en gros, on a le select, on a l'update, on a le insert et simplement le read, donc de la lecture. Donc concrètement, vous allez devoir apprendre un nouveau langage qui s'appelle le SQL, qui va permettre de faire du requêtage côté modèle sur vos tables. Et enfin, vous allez devoir comprendre et appliquer des requêtes imbriquées. Donc, ce sont des requêtes dans des requêtes. Donc, vous pouvez faire une requête de sélection et à l'intérieur de cette requête de sélection, faire une requête d'insertion, etc., etc. Donc, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais concrètement, c'est des choses qu'il va falloir élaborer sur le papier avant de se lancer dans le code. Voilà pour cette partie numéro 3. Au niveau de l'installation de Symfony, vous allez pouvoir utiliser un gestionnaire de paquets. Donc, ça va falloir comprendre comment on interagit avec des gestionnaires de paquets. Donc, celui de PHP s'appelle Composer. Je vous ai mis pub et NPM pour Node Package Manager. Ces gestionnaires de paquets doivent être compris et utilisés avec des lignes de commande. Donc, vous allez devoir en amont connaître les lignes de commande, que ce soit en Linux ou sous Windows, mais comprendre comment fonctionne un terminal et comprendre comment on écrit dans un terminal et on envoie des lignes de commande. Donc c'est encore une étape qui est essentielle, surtout dans Symfony, puisque beaucoup de choses se font en ligne de commande. Vous allez devoir configurer et installer le framework Symfony en lui-même, donc comprendre qu'est-ce que le point env avec la connexion à votre base de données, qui est vraiment le point d'orgue de Symfony, puisque Symfony a forcément besoin d'une connexion à une base de données pour générer des entités, sinon autant faire un site PHP classique. Ensuite, vous allez créer votre premier contrôleur et comprendre le routing. Donc, votre contrôleur va dire, j'appelle la route Mickaël/produit, je rends la vue qui va afficher les produits de Mickaël, par exemple. Vous voyez, c'est comprendre un petit peu comment fonctionne un contrôleur et le routing. Ensuite, vous allez devoir apprendre encore un nouveau langage qui s'appelle Twig, qui est un moteur de template. Donc, ce dernier ressemble à de l'HTML, sauf qu'il est capable d'interpoler des variables. Donc, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, on peut récupérer des variables de PHP et les interpoler, ça veut dire les comprendre et les afficher. Vous allez également générer une première en-tête, donc pour afficher son contenu. Donc ça concrètement c'est assez simple, mais bon encore une fois je tenais à le mettre puisque c'est quand même assez important. Et enfin vous allez devoir comprendre l'ORM Doctrine, donc c'est Object Relation Mapping. Donc c'est un outil qui vous permet d'interagir avec vos bases de données et de générer des entités, donc des tables. Donc c'est encore une étape assez importante, notamment au niveau de la manipulation de la CLI, donc de la Command Line Interface, pour pouvoir utiliser une console et taper des lignes de commande à l'intérieur. Pour cette partie 5, je suis parti sur un projet e-commerce. Vous allez devoir analyser la demande client à partir d'un cahier des charges, définir les besoins fonctionnels d'une solution informatique, donc comprendre ce que veut le client et comment le traduire donc dans votre modèle conceptuel de données. Vous allez devoir mettre en place une veille, ça veut dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va aller, ou qu'est-ce qui n'ira pas, un petit peu anticiper les besoins, modéliser la solution technique de votre application. Ensuite, vous allez planifier et versionner. Donc ça, je vous ai expliqué. Si vous travaillez en équipe, chaque membre de votre équipe va devoir faire une petite tâche. Donc l'objectif est de pouvoir versionner son code. Et en fait, votre chef de projet va dire bon ben ça, je garde ce bout, je garde ce morceau-là, et on le merge sur, donc on le fusionne sur une branche maître pour garder l'application finale. Donc concrètement, c'est encore une fois utilisation de lignes de commande pour faire du code, le déposer sur un dépôt GitHub et le récupérer pour ne pas perdre son travail et de pas l'échanger par exemple sur une clé USB. Vous voyez. Donc concrètement, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai mis encore une fois la rédaction du cahier des charges avec des pistes d'amélioration. Et enfin, vous allez pouvoir présenter votre solution en développement à votre chef de projet et c'est lui qui validera ou non ce projet avant de passer en production. Pour la partie numéro 6, il va y avoir une gestion des utilisateurs. Vous allez devoir créer des entités user, donc en gros c'est une table d'utilisateurs avec ses rôles. On peut considérer que sur un site web, on a une personne qui est administrateur, qui a le droit de voir tout, les tables, les utilisateurs, les produits, etc., pour éventuellement supprimer des éléments qui ne lui plaisent pas, etc. Donc lui, l'administrateur est vraiment le maître des horloges. Par contre, une personne qui s'inscrit avec le user aura peut-être des accès restreints à certaines pages puisqu'il n'est pas admin. Vous voyez, donc on différencie sous Symfony les rôles en fonction simplement d'un système de sécurité.
qui nous permet des accès ou non à certaines pages. Donc ça, c'est la première phase que vous allez devoir conceptualiser. Ensuite, évidemment, quand un utilisateur arrive sur votre site, par exemple un e-commerce, va enregistrer sur un formulaire dynamique, donc il va s'inscrire, il va falloir comprendre comment on hache des mots de passe, comment on valide un compte par mail. Donc en gros, lorsque vous inscrivez, vous recevez un mail, il va falloir faire un lien pour valider le compte, etc. Vous allez devoir aussi apprendre à connecter des utilisateurs. Vous allez devoir aussi gérer les accès aux vues en fonction des rôles. Ça, je vous en ai parlé un petit peu. Donc, accéder et restreindre des URL en fonction de votre rôle. Vous allez devoir valider un compte avec un envoi d'email. Vous allez également devoir modifier le mot de passe en cas d'oubli. Vous savez, la fameuse petite ligne mot de passe oublié. Donc, ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et enfin, comprendre la sécurité Symfony avec encore un nouveau langage qui s'appelle le YAML, qui est un mélange entre du JSON et du XML pour faire un peu basique, mais c'est pas vraiment ça. Donc, c'est encore un nouveau langage de configuration qui nécessite une indentation extrêmement précise et bien comprendre comment on sécurise une application Symfony. Pour la suite, la partie numéro 7, donc je vous ai mis un peu les parties avancées. Donc vous allez devoir faire des formulaires plus complexes avec des collections. Donc qu'est-ce que sont des collections? Encore une fois, ce sont des jeux de paquets. Donc je vais vous donner un exemple. Lorsque vous créez vous inscrivez sur le site, vous allez pouvoir mettre une photo pour votre avatar, relation simple, un user, une photo, pas de problème. Si vous voulez mettre 4 photos, comment on fait? Donc on va devoir gérer des collections de données. Donc en gros, c'est ce que je vous ai mis en dessous. Vous allez comprendre comment on génère des services génériques. Donc vous connaissez probablement l'idée de la programmation informatique, c'est le dry, donc don't repeat yourself, donc évitez de vous répéter. Pour ça, on va créer des services génériques qui vont faire une tâche et une seule tâche. Mais plutôt que d'écrire 4 fois la même tâche, genre uploader des photos, on va l'écrire une fois et appeler notre service pour lui dire, sur cette page, je veux uploader des photos, donc j'appelle mon service télécharge-moi des photos, et vous pouvez l'utiliser sur de nombreuses pages. Vous n'allez pas réécrire le même code plusieurs fois. Donc voilà pour le concept de service. Ensuite, vous allez créer des relations, donc des dépendances fonctionnelles entre vos tables, donc vos entités. Vous avez des relations one-to-one, donc on peut dire qu'un utilisateur a une seule voiture, peut-être qu'il y en a qui en ont deux, comment on fait? Un utilisateur a une seule maison, ou peut-être plusieurs, comment on fait? C'est pour ça qu'interviennent les relations one-to-many, many-to-one, qui sont réciproques. Et enfin, on a une relation many-to-many qui va faire intervenir une table intermédiaire entre deux tables. J'y reviendrai un peu plus tard si vous le souhaitez. Vous allez utiliser donc le langage SQL, mais dans Symfony, on a également du DQL et aussi des query builders. Donc c'est pour créer vos propres requêtes sur vos tables. Donc ça, c'est un peu particulier, mais c'est important de comprendre comment fonctionne SQL, le DQL et les query builders. Enfin, vous allez générer des fausses données avec des fixtures. Donc, en fait, vous allez faire des tests avec des masses et des masses de données. Parce que si vous créez votre application Symfony avec 4 produits, ça va très bien marcher. Mais qu'est-ce qui se passe si on a besoin de 2000? Qu'est-ce qui se passe si on a 10 000 produits? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va essayer de saturer un petit peu le site pour voir comment il répond au niveau de l'optimisation. Et vous savez que sur une page web, si elle met longtemps à se charger, l'utilisateur, il ferme la fenêtre ou il change de fenêtre. Donc concrètement, il va falloir réfléchir à tout ça. C'est pour ça que ce jeu de fausses données est capable de nous générer des fausses données pour voir un petit peu comment réagit notre application face à une masse d'informations. Enfin, vous allez comprendre les événements du noyau et des événements tiers. Donc sur les noyaux, les événements noyaux Symfony, on va utiliser des listeners et des subscribers. Donc en gros, c'est qu'est-ce qui se passe quand tel événement arrive. Donc concrètement, si une personne est en train de s'inscrire, lorsqu'il valide le formulaire en cliquant sur le bouton s'inscrire, il va se passer un événement. À ce niveau-là, Symfony est capable de récupérer l'événement côté noyau et lui dire tu as récupéré cet événement, donc je t'envoie une pop-up et dit bravo, tu t'es inscrit. Vous voyez, plein de choses comme ça pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du cycle de vie de l'application et du kernel Symfony. Il y a également des événements sur des éléments tiers. Donc, quand vous utilisez des plugins ou des éléments tiers qui sont externes au noyau Symfony, vous allez pouvoir également gérer les événements. Enfin, on va utiliser Symfony UI et Ajax. Donc Ajax, c'est quoi? C'est asynchrone JavaScript et XML. Donc c'est du JavaScript côté serveur qui permet de faire de l'asynchrone. Et Symfony UI, en fait, ne fait que générer de l'Ajax. Donc ça, encore une fois, c'est des choses un peu particulières, mais que vous verrez dans cette formation. Enfin, pour la partie numéro 8, donc toujours sur Symfony avancé, vous allez utiliser un outil qui est un plugin tierce. Donc encore une fois, un événement tiers. Vous allez utiliser donc un plugin qui s'appelle Easy Admin, qui va vous permettre de faire un backend sécurisé externe à votre front. Donc en gros, vous allez avoir pas deux sites différents, mais des adresses qui vous permettent d'accéder d'un côté à votre back et d'un côté, l'utilisateur ne verra que le front. Donc ça encore, c'est un outil très efficace, mais avant, il faut passer par une phase de construction à la main pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et ce plugin va vous aider à gagner du temps.
Vous allez utiliser des fonctions asynchrones avec Messenger. Donc ça, c'est tout ce qui est envoi d'email, tout ce qui est envoi de notifications en temps réel au front-end. Vous allez créer des systèmes de paniers de facturation. Donc ça, c'est essentiel pour pouvoir acheter sur un e-commerce. Donc créer un système de panier avec un calcul de TVA automatique, aussi de la génération de factures en PDF ou de tickets de caisse, ce que vous voulez. Enfin, il y a une intégration de l'API Stripe, pardon, donc l'API française de paiement, qui vous permet donc de générer, donc là dans un bac à sable, des faux paiements en rentrant des numéros de carte bleue. Vous allez créer vos propres lignes de commande avec la Symfony CLI, donc ça peut être très efficace. Vous pouvez internationaliser votre site, donc le traduire en anglais, en espagnol, et sécuriser vos pages avec des voters. Donc c'est un nouveau système depuis Symfony 7 qui est présent. Vous allez pouvoir serialiser vos données pour créer une API avec API Platform. Alors qu'est-ce que la serialisation? C'est prendre des données du bac, donc côté PHP, et le transformer en JSON pour pouvoir l'utiliser via des requêtes HTTPS avec du JavaScript. Donc concrètement, vous allez voir, j'en parlerai dans la formation suivante. Donc voilà pour un peu le programme. Donc ça fait beaucoup de choses effectivement, mais encore une fois, il y a encore une partie. Donc là, la partie DevOps, vous allez devoir installer PHP Unit. Donc là, c'est avant de passer en production, donc avant de déployer votre site sur le web. Vous allez créer des tests unitaires. Donc ça porte bien son nom, c'est sur une unité, donc sur un élément de votre application. Vous allez pouvoir faire des tests fonctionnels. Donc là, en gros, vous allez interagir sur des fonctionnalités entières de votre site, de votre application. Et enfin, faire des tests end-to-end. Donc ça, des tests end-to-end, c'est pour simuler le comportement d'une personne sur un navigateur, sans avoir mis le site en ligne. Enfin, vous faites du CI/CD, donc c'est Continuous Implementation, Continuous Deployment. Donc c'est pour faire un déploiement continu qui utilise des outils, donc soit GitHub, soit GitLab. Et enfin, apprendre un petit peu comment déployer votre site. Voilà. C'est tout pour cette formation. C'est Je vais beaucoup. faire une, je vais faire une petite pause. Et Ouais. du coup, voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous solliciter. Tout à fait. Voilà. Après, voilà, n'hésitez pas également, bien sûr, à revenir vers nous, voilà, pour faire, voilà, pour compléter un petit peu les informations, mais là, voilà, qui sont vraiment très très larges, et on voit vraiment que, voilà, ces formations trouvent un nombre d'applications sur le terrain qui est immense, que ce soit du côté organisation de l'entreprise, que ce soit sur le commerce, voilà, tout type d'application. Donc, c'est vrai qu'en termes de développement et de possibilités, en tout cas d'employabilité, les chances sont énormes, puisque je pense que maintenant, il n'y a plus une entreprise qui n'utilise pas forcément l'un des systèmes dont tu viens de nous parler, Michael, je pense. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va Donc continuer sur la partie front-end, c'est ça, Michael? voilà, tout à fait. Donc en fait, ce que j'ai oublié de vous préciser, même si Symfony est orienté back-end, c'est quand même un outil, un framework full stack qui permet vraiment de faire des vues et également interagir donc côté back. Donc là, on est un petit peu dans le système inverse. Donc on est sur des développeurs qui sont plus orientés sur le visuel, mais qui n'est pas beaucoup plus simple, même peut-être plus complexe. Donc pour le développeur, je vais vous mettre le full screen, c'est mieux. Hop, vous me dites si c'est bon. Voilà. Donc C'est du OK. coup, Là, ok, voilà, devenez développeur d'applications front-end. Voilà, on est sur parfait. la première page. Donc je vous ai mis une petite phrase un peu générique. Le développeur front-end est un spécialiste de la création web, chargé essentiellement de la conception d'interfaces graphiques. Donc c'est quelque chose qui est plus lié à l'expérience utilisateur, donc ce qu'on appelle l'UX. Au niveau de l'ergonomie, il faut qu'on ait des choses simples quand on arrive sur le web, intuitives et visuellement attrayantes. Donc son territoire est plus la partie front, c'est-à-dire le côté visuel, à l'inverse du développeur back-end. Alors pour les types de missions, j'ai mis concevoir et développer des interfaces utilisateurs donc avec JavaScript essentiellement. Donc je rappelle que votre navigateur, que ce soit Chrome, Firefox ou autre, est une usine à JavaScript qui n'est capable que de lire de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Donc concrètement, là, on est vraiment sur l'utilisation et la connaissance de notre navigateur qui est un peu notre usine, donc codé avec le langage JavaScript. Vous allez collaborer avec des designers et traduire des maquettes en applications fonctionnelles. Donc c'est très important. Donc moi, dans mon expérience, on était toujours en relation avec les designers pour un petit peu intervenir en disant sur cette maquette ça sera pas possible de le faire parce que vous voyez il y a quand même une réalité entre créer une maquette sur Figma ou Photoshop et l'intégrer donc côté JavaScript. C'est un petit peu différent. Donc il y a des choses qui sont faisables, d'autres pas. On n'est pas non plus tous des magiciens, donc c'est un petit peu compliqué. Je vous ai mis ensuite optimiser les applications pour maximiser leur vitesse et leur efficacité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui s'orientent sur du front, donc avec des outils comme React, Angular, Vue.js, puisque effectivement on est sur de l'asynchrone et quelque chose
chose de beaucoup plus réactif. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes dans une barre de recherche et que vous commencez à taper le nom d'un produit, genre vélo, et que le navigateur vous propose vélo, eh ben vous êtes content puisqu'effectivement ça améliore l'expérience utilisateur et on est plus sur quelque chose d'asynchrone. Donc concrètement, votre application est capable de reconnaître les caractères tapés et est capable de vous proposer une liste de réponses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très efficace et très agréable lorsqu'on navigue sur Internet. Vous allez devoir donc créer des API robustes. Donc pour rappel, les API sont Application Programming Interface. Donc là, vous allez apprendre à créer vos propres API. Donc c'est quelque chose d'assez un petit peu complexe au départ, mais finalement qui reste relativement simple. Vous allez intégrer des données sous forme d'API avec des requêtes HTTPS. Donc encore une fois, cette fois-ci, on va pas utiliser le SQL comme tout à l'heure vu dans Symfony. On va utiliser un protocole de transfert donc web qui s'appelle HTTPS, donc Hypertext Transfer Protocol, S pour Secure. Vous voyez, c'est le petit cadenas vert là dans votre barre de recherche, enfin dans votre barre de navigation. Donc concrètement, on va utiliser ce protocole pour faire des échanges en fonction des URL appelées, un petit peu comme j'en ai parlé avec Symfony. Enfin, vous allez assurer la maintenance et la mise à jour des applications existantes. Donc en gros, en bas, je vous ai mis, pour devenir développeur front-end, il faut quand même maîtriser le JavaScript. Moi, j'ai mis React, mais encore une fois, ça peut être autre chose. HTML, CSS, comprendre ce qu'est une API, utiliser le versionning avec Git et GitHub. Pour la suite, la rémunération, donc est à peu près similaire à celle d'un développeur back-end PHP, Symfony par exemple. Donc vous voyez, on est sur les mêmes montants, bon un peu moins au niveau front, donc c'est même un peu plus, pardon. On était à 55 500 tout à l'heure, vous voyez, donc pour confirmer. Donc là encore une fois, c'est le niveau de votre ancienneté. Donc un débutant, 40 000 à 45 000 brut annuels, c'est déjà assez intéressant. Donc encore, cette fourchette aussi peut varier en fonction de la taille de l'entreprise et de la région. Et encore une fois, de votre négociation, de votre contrat de travail. Voilà, donc pour les bases, j'aurais mis un petit peu comme tout à l'heure, je vais aller un petit peu plus vite. Donc il faut comprendre le web, installer les bons outils. Donc cette fois-ci, vous allez utiliser donc un IDE type Versus Code, donc Visual Studio Code, ou peut-être WebStorm pour être plus focus sur du JavaScript. Vous allez créer votre maquette simple, donc avec Figma, Photoshop, il y en a d'autres, je les ai pas tous mis. Vous allez encore une fois devoir créer un site web statique avec HTML, CSS, JavaScript côté client. Enfin, vous allez implémenter le responsive web design. Ça, je l'ai peut-être pas parlé dans l'autre formation Symfony, mais c'est le même principe. En gros, concrètement, ce que l'on veut, c'est que votre site web soit adapté à un mobile et tablette, puisqu'aujourd'hui, on a bien plus de visites de sites sur mobile et tablette que sur PC. Donc, faut le savoir. Donc, en gros, vous allez apprendre à l'aide d'un élément CSS qui s'appelle des media queries à faire du responsive. Donc, en gros, si votre écran fait telle taille, tu affiches ça. S'il fait telle taille, tu affiches ça, etc. Donc, on va jouer avec les tailles des écrans, les largeurs, les hauteurs, pour pouvoir donc concrètement rendre notre application responsive. Je vous ai également mis les CSS Grid et les Flex. Bon, ce sont des propriétés CSS particulières. Et enfin, vous allez devoir optimiser votre SEO pour Search Engine Optimization. Donc, comment optimiser du code pour que votre robot Google mette votre page en premier résultat de recherche. Vous prenez que si on tape le nom de votre entreprise et vous avez en deuxième, troisième ou quatrième page de résultats, il y a très peu de chances que vous soyez vu. Donc voilà, encore une fois, ce sont d'optimisation de code pour pouvoir un petit peu optimiser tout ça. Pour la suite, côté JavaScript, il faut bien reprendre les variables. Donc je vous ai mis les variables, les conditions, donc les if else, les portées des variables, qu'est-ce qu'une variable privée, qu'est-ce qu'une variable protected et qu'est-ce qu'une variable publique. Vous allez devoir comprendre les boucles for ou les boucles for each. Vous allez devoir créer des fonctions, créer des classes, savoir débugger, donc avec des consoles.log, etc. Vous devez interagir avec votre navigateur, donc le DOM et le BOM. Donc en fait, c'est Document Object Model et là, c'est Browser Object Model. Donc, comprendre comment votre navigateur interprète votre site web, puisqu'en fait, JavaScript est un langage qui permet de générer de l'HTML et du CSS. Donc concrètement, comment le Document Object Model ou le Browser Object Model, donc votre navigateur, va interpréter votre code. Il faut savoir que on utilise Node.js, qui est le moteur JavaScript de Google Chrome, mais qui n'est pas le même de Firefox, puisque Firefox utilise un moteur JavaScript qui s'appelle Gecko, et donc on peut avoir pour le même code des interprétations différentes. Donc si vous faites un code, vous allez le faire essentiellement sur Chrome, enfin sur Node.js, puisqu'en fait c'est 90% du web qui utilise Google Chrome. Par contre, si vous utilisez Firefox, il va falloir peut-être réadapter votre code puisqu'il sera interprété différemment puisque le moteur s'appelle Gecko et non Node.js. Vous voyez, c'est un petit peu particulier. Vous allez devoir connaître la programmation orientée objet avec JavaScript, extrêmement important pour comprendre comment fonctionnent les imports et les exports de modules.
Vous allez devoir comprendre les formulaires et les regex. Donc les regex, ce sont des règles pour dire si tu écris un email, il y a forcément un arrobase. Je veux qu'il y ait un point, et il y a un point com, point fr, point ce que vous voulez. Donc on impose des règles qui sont essentielles lorsque on crée des formulaires. Donc, vous voyez, on crée un produit, mais le produit ne doit pas avoir un nom qui excède 2000 caractères, etc. Donc ça, ce sont les regex. Donc ce sont des règles qu'on applique au champ des formulaires. Vous allez devoir également aussi comprendre la gestion des événements avec JavaScript. Donc comprendre comment on fait fonctionner, je vous en ai parlé tout à l'heure, la programmation procédurale pour comprendre comment s'enchaînent les étapes, les procédures une à une, comment impacter ces procédures dans des fonctions, donc pour faire de la programmation fonctionnelle, et enfin comprendre qu'est-ce que la programmation orientée objet et comment respecter les étapes des procédures. Donc c'est aussi une phase un petit peu particulière de réflexion qui est un peu complexe. Concrètement, vous allez créer des des algorithmes qui vont vous permettre de générer des procédures dans l'ordre. Si l'ordre n'est pas bon, il se peut que ça fonctionne pas. Enfin, pour le JavaScript avancé, vous allez devoir apprendre un petit peu les dernières technologies JavaScript qui sortent. Vous savez que c'est un langage qui se met encore au jour, qui se met à jour tous les ans, même tous les 6 mois. Donc, vous allez devoir comprendre ce qu'est le paramètre de REST et les opérateurs de décomposition. Donc, en fait, le paramètre de REST et décomposition, ce qu'on appelle le spread operator, c'est comment on dispatche les données d'un tableau, par exemple, et qu'on les envoie donc à un résultat. Donc, encore une fois, c'est du JavaScript avancé. Vous allez devoir utiliser les fonctions fléchées, les closures. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une closure? Les closures sont des fonctions qui s'appellent elles-mêmes. Donc, concrètement, des fonctions récursives. Le système de prototypage, donc vous savez que JavaScript, contrairement à du PHP, est un langage basé sur le même principe que C et C++, donc qui sont des prototypages. Donc, concrètement, dès que vous écrivez du JavaScript qu'il est interprété par votre navigateur, il va vérifier qu'il existe le prototype. S'il ne le trouve pas, il va retourner une erreur. S'il trouve le prototype, donc c'est aux objets globaux, il va pouvoir donc afficher le résultat. Donc ça, encore une fois, c'est une phase qui est vraiment essentielle pour comprendre comment fonctionne JavaScript par rapport aux autres langages. Donc c'est un peu particulier, mais encore une fois, c'est important de le comprendre. Enfin, vous allez pouvoir faire de l'asynchrone avec JavaScript, avec une nouveauté qui s'appelle les fetch et les promises. Donc en gros, c'est comme dans la vraie vie, on fait une promesse, soit elle est tenue, soit elle l'est pas. Donc concrètement, si vous tenez votre promesse, on retourne un résultat, sinon on retourne une erreur. Mais ça, c'est vraiment très important pour comprendre comment utiliser et consommer une API avec JavaScript. Côté serveur. Vous allez devoir aussi apprendre à faire des cookies, comment on stocke des données en local et sur de web storage. Vous allez également faire du NoSQL, donc par exemple par rapport à PHP que je vous ai présenté tout à l'heure, donc c'est un petit peu l'inverse. Là, on fait du NoSQL, donc concrètement, on va utiliser un autre format de données qui soit du XML, soit du JSON. On va utiliser par exemple le gestionnaire de base de données, donc MongoDB, et un outil qui s'appelle Mongoose qui vous permet donc de faciliter un petit peu le requêtage HTTP. Pour la suite, encore une fois sur du JavaScript avancé, vous allez apprendre à utiliser des canvas. Bon, ça c'est un petit peu anecdotique pour faire de la 2D et 3D sur un site web. Vous avez déjà vu forcément sur des sites web des choses en 3D. Vous dites mais comment ça se fait que ça bouge? Comment on fait de la 3D? On utilise JavaScript et des canvas. Enfin, JavaScript côté serveur, donc les imports et les exports de modules. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec Node.js. On va également utiliser l'Ajax, donc asynchrone JavaScript en XML pour le format et le format JSON, qui vont vous permettre de consulter des données et les afficher sur votre partie front. Vous allez utiliser l'API Fetch et les objets donc XML HTTP Request. Donc c'est là qu'on va commencer à comprendre comment ça fonctionne. Donc pour faire un petit résumé, vous avez sur une adresse donc www.données.com les fichiers JSON qui sont toutes vos données et de l'autre côté, vous avez votre site web front et qui va aller consommer les données de la partie back. Donc concrètement, la partie front va dire je vais chercher dans cette adresse tel objet JSON et je le renvoie à la partie front pour l'afficher. Donc un peu le même principe que je vous ai parlé avec Symfony, sauf que cette fois-ci, on n'utilise pas du SQL, mais simplement des données JSON qui sont stockées sur un serveur distant. Donc on fait du requêtage de serveur à serveur avec HTTPS. Donc voilà, il y aura la création d'un CRUD. Donc qu'est-ce qu'un CRUD? C'est Create, Read, Update, Delete d'une API avec Express.js. Express.js est un outil qui vous permet de créer des serveurs JS à distance. Et un CRUD, en gros, ça va être un formulaire qui va vous permettre de créer un produit, le lire, le mettre à jour et le supprimer. Ensuite, il y aura une introduction à Microsoft TypeScript. Vous allez me dire, mais pourquoi TypeScript? Eh bien, parce que JavaScript est un langage faiblement typé. Donc concrètement, c'est un langage qui a été créé en 15 jours. Bon, aujourd'hui qui est bien plus solide, mais Microsoft a créé le TypeScript qui est une surbrique de JavaScript et si ça existe, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, JavaScript parfois a des faiblesses, donc on l'améliore avec du TypeScript, qui est un petit peu plus différent, mais qui impose un typage fort, d'où son nom TypeScript. Voilà pour cette partie-là. Enfin, vous allez débugger et tester avec un SAS. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez écrire des tests d'intégration avec JavaScript. J'en ai parlé tout à l'heure avec PHP, c'est le même principe. Vous allez débugger votre application avec Chrome Debugger. Vous allez écrire des tests unitaires, donc sur unité de code. Vous allez écrire des tests fonctionnels sur une fonction qui englobe des procédures. Vous allez enfin rédiger un plan de test end-to-end. Donc là, encore une fois, c'est une simulation
sur un navigateur de qu'est-ce que pourrait faire l'utilisateur et à voir un petit peu les failles. Et enfin, vous allez avoir différents outils de test avec JavaScript. Donc, il en existe des tas. Je vais pas faire la liste, c'est un petit peu exhaustif. Enfin, je vous ai parlé de la bibliothèque React. Donc, ce n'est pas un framework, hein, mais une bibliothèque. Je vous ai expliqué tout à l'heure la différence entre framework et bibliothèque. Donc là, concrètement, une bibliothèque, vous allez piocher un petit peu dans cette bibliothèque tous les éléments dont vous avez besoin, alors que le framework est une boîte à outils qui vous impose des éléments qui sont pas, enfin, qui vous impose des éléments concrètement. Donc du coup, vous allez créer un petit projet avec la bibliothèque JavaScript, comprendre la structure d'un projet. Vous allez utiliser une nouvelle syntaxe qui est JSX, donc je vous ai mis, ça s'appelle JavaScript Extension, donc c'est une extension de JavaScript, encore une. Vous allez utiliser des hooks pour gérer les états de vos éléments, donc de vos composants, parce qu'en fait, il faut savoir que React fonctionne avec des composants qui sont imbriqués les uns dans les autres comme des poupées russes. Donc vous allez utiliser le use state pour gérer l'état à l'instant T de votre composant et ce qu'il fait. Vous allez utiliser des formulaires, ajouter des plugins avec le React Router DOM pour créer une navigation, entre autres. Voilà, je vous ai mis aussi d'autres exemples de hooks, donc de use effect pour déclencher des appels de fonctions, des use memo, vous l'avez compris, pour mémoriser des éléments, des use ref pour passer des données d'un parent à un enfant. Je vous en ai parlé également tout à l'heure au niveau de l'héritage. Enfin, la mémorisation et les hooks de callback. Donc, qu'est-ce qu'un user callback? Encore une fois, c'est quelque chose que vous devriez, enfin que vous allez apprendre. Les limites de React et pourquoi on utilise des reducers. Donc là, concrètement, pour faire court, c'est extrêmement simple. On a un parent qui va hériter de plein d'enfants, qui vont hériter de plein d'enfants. Comment on fait pour que le petit enfant interagisse avec le parent? Eh bien là, ce sont un petit peu les limites de React. Donc, on utilise des reducers. Voilà, donc vous allez devoir utiliser une API. Donc là, concrètement, comment vous allez transformer des données au format JSON. Vous allez analyser les performances de votre application également et déployer une application en front-end pour voir comment ça marche parce qu'il y a forcément des lignes de commande à automatiser. C'est un peu plus complexe qu'on pourrait le croire. Et vous allez produire une documentation précise pour votre application. Voilà pour cette partie front. Donc j'ai pris l'exemple de React, mais ça peut être autre chose, hein, comme Angular, Vue.js, etc. Parfait. Très bien. C'était très, voilà, très développé. Alors, en termes d'équipement, tu sais, là, si je pense aux étudiants qui sont en enseignement à distance, peut-être que certains vont s'interroger et se dire qu'est-ce que je dois posséder à la maison pour pouvoir travailler, voilà, sur toutes ces différentes applications et tous ces langages. Simplement un ordinateur, une bonne connexion Internet. Et ça suffit. Oui. Ok, d'accord. Très bien. Pas de marque en particulier d'ordinateur, de Mac ou autre, peu importe. Non, vous concrètement, il y a possibilité de faire avec des outils qui sont tous gratuits. Oui. Voilà. Après quoi effectivement, il y a des, vous savez, ce qu'on appelle des IDE, hein, donc pour programmer, qui sont payants. Donc chacun fait comme il veut. Après, c'est en Mhm. fonction des budgets. D'accord. Ok, très bien. Super, merci. En tout cas, on voit bien voilà tous les liens, etc. Et surtout le potentiel voilà développé dans les entreprises. Tu voulais ajouter des choses sur une autre de nos formations? Bah écoutez, il reste un quart d'heure. Je peux peut-être faire très vite et vous présenter la formation en Voilà, Flutter. Ouais. si tu veux. Et après, on se gardera, tu sais, Michael, juste 2 petites minutes pour que j'explique simplement qu'il y a des différentes formules hein, sur lesquelles les étudiants peuvent s'inscrire en fonction de leur dispo, de leurs moyens financiers, etc. Ok, ben je vais être moins bavard. Je vais aller un peu plus vite. Je t'en prie. Voilà. Non, non, mais prends le temps, sinon il n'y a pas de souci. À tout de suite. D'accord. Alors, dites-moi si vous voyez l'écran. Encore une fois, je vais remettre ça là. Hum, Hop, hop. Oui, ça y est, c'est bon. Ok. C'est OK. Donc Flutter est un framework, hein, encore une fois, une boîte à outils, qui est un peu particulière puisqu'elle est capable de faire du développement natif sur Android et iOS. Alors qu'est-ce que le développement natif plutôt que le développement cross-platform? Bah, concrètement, le développement natif, ce framework est capable d'interagir directement avec l'OS, donc l'operating system, le système, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc Android directement et euh, et iOS, alors qu'en fait un framework différent, par exemple comme React Native, va plus créer une surcouche et s'adapter donc aux deux OS. Donc, enfin, je suis pas très clair, mais concrètement, comprenez que Flutter fait des applications natives, donc va interagir directement avec l'OS Android et iOS. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un framework donc lancé par Google en 2018
qui permet de créer donc des applications performantes donc pour Android et iOS. Donc c'est pratique puisqu'il fait les deux. Sinon, vous savez que pour iOS, il faut alors un Mac avec le langage Swift. Donc ça implique d'avoir un ordinateur avec Windows, un ordinateur avec un Mac. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, vaut mieux faire utiliser un outil qui est capable de cibler Android et iOS. Donc c'est utilisé par les géants. Donc j'ai mis AdWords. Donc pour ceux qui connaissent Google AdWords, j'ai mis Alibaba. Il y en a plein d'autres. Donc qui utilisent donc Flutter en particulier, donc sur le mobile. Donc c'est un outil idéal pour créer des applications tablettes, mobiles, télévision et aussi sur PC. Vous allez utiliser un nouveau langage, encore une fois, il va falloir encore apprendre un nouveau langage qui s'appelle Dart, donc qui est pas du Java ni du Kotlin, mais une surbrique, enfin un petit peu différent, mais c'est un langage à part entière. Donc Flutter ne dépend pas d'un bridge JavaScript, donc c'est un petit peu des concepts différents, donc il va fonctionner par module aussi, donc c'est un petit peu particulier. Il utilise une vaste de collection de widgets, donc Material pour Android et Cupertino pour iOS. Donc les widgets, concrètement, c'est un petit peu ce que vous voyez sur votre mobile, la navbar en haut, la bottom bar en bas, vous voyez donc des boutons flottants, etc. Donc tout ça, on peut considérer que ce sont des widgets. Donc concrètement, vous allez devoir apprendre encore un nouveau langage qui s'appelle le Dart. Donc vous allez comprendre les variables, les constantes, les final. Donc qu'est-ce que sont la portée. Donc ça c'est comme public, private, protected, sauf qu'on utilise le mot-clé final. Les chaînes de caractères, les booléens, les listes, les maps. Donc encore une fois les tableaux mappés, des conditions, des boucles, des fonctions natives, de la programmation orientée objet, les classes et les objets, donc des constructeurs et des méthodes. Donc là on est sur un niveau un petit peu plus élevé. Donc la bibliothèque Dart a des constituants, donc qui sont déjà disponibles. Vous allez pouvoir donc gérer des listes et des collections. Il faut bien faire la différence entre les deux. Vous allez devoir encore une fois utiliser la CLI, donc la Command Line Interface de Flutter, donc taper des lignes de commande pour interagir avec le framework. Enfin, vous allez devoir étudier ce qu'est l'architecture d'un projet et savoir comment ça fonctionne, puisque Android est particulier, puisqu'il a un cycle de vie différent d'un site web, complètement différent d'ailleurs, ou d'une application bureau. Donc concrètement, c'est comprendre comment fonctionne le cycle de vie d'Android et ou de iOS, pardon, et de comprendre l'architecture d'un projet. Alors au niveau de la structure, vous allez devoir utiliser des objets de rendu, ça va de soi, construire des interfaces graphiques dans un premier temps, utiliser des widgets, donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc des éléments statiques qu'on appelle stateless et dynamic stateful, pour comprendre quelle est la différence entre des éléments statiques et dynamiques. Vous allez utiliser des calques. On a également des systèmes de tri, donc ce sont des arbres, vous voyez, avec des dépendances. Donc on a toujours le parent, les enfants, les petits-enfants, etc. Vous allez devoir utiliser un nouveau concept qui est propre au C et C++, qui sont des piles, donc les stacks, pour comprendre comment ça marche. Donc en gros, on est sur du FIFO ou du LIFO. Donc c'est first in, first out ou last in, last out, first out, pardon. Donc, concrètement, c'est un petit peu des mécaniques qui sont plus liées à à du C, à du C++, qui sont un peu plus anciennes. Vous allez utiliser donc les widgets Cupertino pour iOS et Material pour Android. Passer des informations entre les widgets, donc c'est-à-dire comment je passe une information d'un utilisateur à la page suivante. Vous allez devoir utiliser donc des listes et du scrolling, bien sûr, puisque si vous avez beaucoup de contenu, il faut bien comprendre comment fonctionne le scrolling. Vous allez utiliser des formulaires et de l'héritage et des widgets. Donc concrètement, en gros, ça va fonctionner avec des classes, encore une fois, donc, qui vont hériter de classes enfants, enfin de classes parents, pardon. En gros, je vous ai mis les widgets les plus importants. Donc votre page principale est un scaffold, donc qui va utiliser dans une application matérielle et Cupertino pour iOS. Vous allez utiliser donc des app bars et des boutons flottants que vous reconnaissez sur vos applications, des cartes. Pas de problème. Des enfants vers les parents. Donc encore une fois, on va utiliser des fonctions de callback pour passer des informations entre le parent et l'enfant vers le parent, réciproquement. Vous allez avoir une gestion avancée des états des widgets en fonction du cycle de vie de votre application. Vous allez utiliser des widgets tels que Ink et Inkwell, donc qui sont des outils qui vous permettent de faire des choses un peu plus jolies au niveau des boutons, au niveau de l'affichage, des animations, etc. Vous allez pouvoir utiliser des grid view pour faire, vous savez, des grids photos, par exemple, des choses comme ça. Je vous ai mis tout un tas d'exemples, mais encore une fois, c'est simplement des éléments, des widgets visuels. Encore une fois, vous avez des list view et des activity cards. Au niveau du routing et de l'état, donc c'est là que ça commence à être un peu plus compliqué. Il va falloir comprendre comment on passe d'une page à une autre lorsque vous cliquez sur un bouton, par exemple, ou que vous faites un swipe avec votre doigt. Donc on a des routes par défaut. Il va falloir gérer des routes dynamiques dans lesquelles on va passer des paramètres. Je vous donne un exemple. Si je me connecte sur mon application Instagram, eh bien, quand je vais sur la page suivante, il faut que la route passe mon nom et mon profil à la page suivante. Donc, concrètement, on fait de la persistance de données en fonction de l'état du cycle de vie de votre application mobile. Donc, vous allez utiliser des éléments du navigator. Donc, c'est un outil, encore une fois, qui est propre à Flutter, qui va vous permettre donc de faire de la navigation avancée.
Vous allez utiliser des patterns de gestion d'état du système, donc en fonction du cycle de vie. Vous avez des widgets donc pour afficher, désafficher, activer, désactiver, etc. Vous allez créer des fournisseurs de données. Donc là, il faut comprendre ce que sont un provider, donc un fournisseur de données. Donc vous allez créer par exemple une base de données SQLite propre à votre téléphone. Et les factories est un générateur générique de données qui va pouvoir aller piocher des données. En gros, la factory est une fonctionnalité générique, comme je vous ai parlé des services dans Symfony, qui va faire une fonctionnalité et une seule et qui sera donc utilisable de partout. Et le provider, encore une fois, est un fournisseur qui va vous permettre d'aller chercher des données où vous le souhaitez. Vous allez devoir apprendre à créer des pop-up avec des alertes dialogues, donc pour dire je me connecte, tiens, tu t'es trompé de mot de passe, il y a une erreur, donc on affiche une pop-up. On va modifier le statut des activités également et optimiser les performances, parce que c'est très important qu'une application mobile ne soit pas trop lente. Donc en fait, ici, on va plutôt générer, enfin, s'occuper des données, des requêtes HTTP, je vous en ai parlé tout à l'heure, et donc du CRUD. Donc concrètement, le CRUD, toujours pareil, Create, Read, Update, Delete, donc avec un formulaire. Ici, vous allez faire un choix donc de patron de conception. J'en ai parlé tout à l'heure avec Symfony, donc soit MVVM, soit bloc. Vous allez utiliser des persistances de données avec SQLite et Flore. Donc Flore ressemble à Room pour ceux qui utilisent Android. Vous allez créer donc une base de données avec des entités, donc des tables. Vous allez devoir créer des couches d'abstraction, ce qu'on appelle des DAO, donc des Data Object Access. Donc concrètement, on met une couche d'abstraction entre la base, les tables et l'affichage. C'est toujours très important. Vous allez devoir créer des requêtes SQLite, donc toujours pareil, select, insert, update, delete. Vous allez devoir comprendre comment fonctionne la persistance de données, donc avec SQLite et Flutter. Également, utiliser Room ou Flore dans les détails. Utilisez aussi des modules HTTP si vous consommez une API. Donc encore une fois, une application mobile est capable d'aller chercher des données sur une URL web distante et récupérer du JSON pour encore une fois l'utiliser. Une fois encore, on va faire de la serialisation, donc de la conversion du JSON en objet Dart. Donc là, on récupère directement des fichiers au format XML ou JSON qu'on va utiliser comme un objet dans le langage Dart. Donc un petit peu particulier. Enfin, on va créer et générer des données avec le CRUD. Donc là, vous l'avez compris, c'est un formulaire qui va nous permettre d'ajouter ou d'inscrire une personne, par exemple. Donc les champs, donc les textes input, etc. Les boutons, les validations asynchrones des champs, très important. La gestion des erreurs, donc avec des blocs try-catch. Donc essaye de faire quelque chose, sinon tu m'affiches une erreur. Afficher des pop-up d'erreurs. Faire des redirections en cas de succès ou d'erreur également. Donc toujours avec la navigation, l'élément navigateur que je vous ai présenté précédemment. Débugger votre application. Vous allez devoir visualiser vos tables, sachant que l'utilisateur final de votre application mobile n'est pas censé voir vos tables. Donc concrètement, c'est un petit système d'administration complètement caché de l'utilisateur. Et comprendre les dépendances fonctionnelles, je vous en ai parlé dans Symfony, comment comprendre les tables interagissent les unes avec les autres. Enfin, des animations. Donc là, je vais pas parler longtemps. Vous avez compris, vous allez pouvoir faire des animations de fade, donc de disparition, des rotations, etc. Donc des transformations. Rien de particulier. Utiliser des plugins très utiles, donc le géocoding par exemple pour récupérer la latitude et la longitude et utiliser derrière une Flutter Map ou une Google Map pour localiser vos utilisateurs. Vous avez également donc toutes les API Google qui sont disponibles puisque Flutter appartient à Google. Vous avez donc des barres de recherche et d'autocomplétion, ça j'en ai parlé dans la partie front-end. Vous allez aussi avoir des chargements d'images, etc. Donc vous pouvez aussi créer des chats, donc pour créer une application de chat type WhatsApp, etc. Donc voilà, tout un tas d'outils qui sont très intéressants. Enfin, vous allez sécuriser les inscriptions et les connexions, donc en utilisant des user providers, des JSON Web Tokens. Donc ça paraît, c'est un peu particulier, mais encore une fois, c'est une notion très importante. Il faut cacher et hacher les mots de passe, détruire les tokens après des connexions, etc. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous connaissez un petit peu ce fonctionnement, ça doit vous parler. Enfin, vous allez faire une première build et une publication sur le Play Store pour Android et pour l'Apple Store pour iOS. Voilà, vous allez donc pouvoir aussi faire une landing page très importante, optimiser les performances, peut-être mettre en place un système de monétisation si vous le souhaitez, une campagne de web marketing, donc de publicité et du marketing web. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis allé un Génial. petit peu vite. Je suis allé un peu vite. Super, oh, ouais, mais belle performance, Michael, bravo. C'est super, c'est vrai qu'on voit vraiment tout l'intérêt, tout le champ, voilà, l'immensité de tout ce qui est possible de faire à différents niveaux, parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de communication aussi, j'imagine, entre les utilisateurs, ceux qui veulent des choses mais qui ne seront pas possibles, et puis voilà, tout ce côté aussi, côté commercial et communication, voilà, qui est tout à fait super intéressant pour les passionnés en tout cas d'informatique. Voilà, les explications
explications voilà, ont été encore plus claires, je pense, pour les gens qui voilà, ont déjà quelques notions et quelques bases, bien évidemment. En tout cas, voilà, par rapport à l'accompagnement qu'on vous propose, il existe voilà, aussi selon votre niveau, puisque voilà, certaines personnes auront déjà fait pas mal de choses de leur côté, mais ont besoin d'un titre et d'une reconnaissance pour pouvoir exercer ou veulent approfondir sur certains domaines sur lesquels ils ont des lacunes ou autres. Voilà, dans tous les cas, il existe différentes formules hein, pour vous accompagner. De la formule la plus simple où vous avez les ouvrages, vous allez avoir un peu plus d'autonomie, à des formules qui sont très accompagnées avec des cours en visio notamment avec Michael, par exemple 3 heures par jour tous les matins du lundi au vendredi. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour découvrir cette formule complète, premium, premium plus et live, où vous avez également de l'interaction via un forum sur lequel le professeur vous répond dans les 24 à 48 heures, des rendez-vous également pédagogiques pour échanger avec le formateur, voilà, sur des questions, sur tout type de questions que vous souhaiteriez aborder, que ce soit pour des questions de méthode de travail sur lesquelles vous bloquez ou sur du contenu en particulier. Et ensuite, bien sûr, des évaluations régulières pour vous préparer justement à vos examens hein, terminaux qui vont porter nécessairement sur vraiment des missions, des tâches très concrètes que vous allez devoir mettre en place. Et enfin, toujours un oral sur tous les titres pro. Vous avez toujours une partie orale pour que le jury puisse sonder un petit peu votre vision du métier, votre capacité également à travailler en équipe, puisqu'on l'a vu, voilà, on peut pas, on imagine l'informaticien un petit peu tout seul dans son coin, mais non. Hein, il s'agit toujours de recueillir les besoins d'un service, de voir comment on va le rendre, comment on va pouvoir l'adapter. Voilà, donc voilà, le jury a besoin voilà de savoir aussi si vous aurez ces capacités d'adaptation. En tout cas, de toute façon, voilà, ces titres professionnels, l'idéal est quand même de pouvoir faire également des stages, bien que sur voilà ce type de formation-là, le stage n'est pas obligatoire. En revanche, il est fortement conseillé, ne serait-ce que pour faire face aux évaluations, pour bien comprendre comment ça peut voilà, comment ça se passe dans un service, comment est conçu le cahier des charges, quelle est vraiment votre mission voilà, qui est propre, être capable d'expliquer tout ça à un jury, puisque vous devrez également présenter un petit dossier écrit de cette expérience-là. Donc c'est vrai que l'idéal est de faire le plus de stages possible et qui souvent aboutit aussi à un emploi derrière, hein, lorsque vous avez pu donner satisfaction. Donc n'hésitez pas voilà, à nous contacter pour tous ces renseignements-là, à télécharger également le dossier de candidature. Vous pouvez même vous préinscrire directement en ligne et dans ce cas-là, une de nos responsables pédagogiques vous rappelle pour étudier votre projet. Donc je vous dis en tout cas à très bientôt puisque nous donnerons une suite hein, certainement aussi Michael, parce qu'il y a voilà, certains autres titres professionnels voilà, pour lesquels tu nous donneras également des explications très prochainement et que nous mettrons en ligne sur notre site. En tout cas, je te remercie infiniment voilà, pour tout cela et je pense que voilà, les étudiants auront été ravis de tes explications. Et voilà, je vous dis donc à tous à très bientôt et merci beaucoup, Michael. Merci, À vous. merci.